Thomas, c'est un plaisir de te recevoir en interview. Véritablement, ça fait longtemps que je te suis sur les réseaux, même je crois au tout début, où tu n'étais pas vraiment encore connu, qu'on te connaissait pas encore en tant que le champion d'Irox que tu es. Et donc, c'est un plaisir de t'avoir ici, dans ce camp Trinity organisé par nos chers amis Flo et Igor, chez GoWood. Donc, on est dans un cadre absolument exceptionnel. Avant de parler de toi et ton parcours, est-ce que tu peux nous faire un retour sur, par exemple, la journée d'hier et cette expérience ici? Bien sûr, moi je vais commencer par dire que c'est un plaisir partagé. Je suis vraiment heureux de t'avoir rencontré et d'avoir pu m- commencer à te connaître. Et puis, toi aussi, tu as participé à la journée Aerox hier, qui était organisée par donc au sein de ce camp d'entraînement Trinity, organisé par Flo. Moi, j'ai vécu une super expérience. Je suis reconnaissant d'avoir pu échanger et partager avec autant de personnes motivées, investies, à l'écoute. On avait fait le matin une petite présentation Aerox, ensuite les ateliers, et puis pour l'après-midi, une réponse aux questions et un entraînement type double. Et j'ai été touché par l'énergie qui a été dégagée par le groupe. Moi, ma mission hier, c'était de donner un maximum de valeur aux gens, pouvoir répondre à leurs questions. Et je pense que ça a été fait. Et en échange, je repars très reconnaissant de l'investissement qu'ils ont pu mettre dans cette journée hier. Ça fait quoi d'être un champion qui transmet? Parce que moi, je pense qu'on a tous, on n'est pas trop loin en âge, même si je suis un petit peu ton aîné. Moi, à l'époque, les champions olympiques, les champions que je voyais à la télé, et même les champions que je voyais sur internet, c'était pas des enseignants. C'était pas des gens qui faisaient des séminaires, par exemple. Ça, c'était généralement réservé à la fin de carrière, après la carrière d'athlète. Et là, tu es, dans les débuts de ta carrière, surtout axé sur la Aerox, mais on va parler des autres défis, des choses que tu incarnes au niveau de la transcendance par l'effort, et tu transmets déjà. Ça fait quoi la transmission? C'est une bonne question parce que je me considère ni champion ni enseignant. Tout est un peu nouveau pour moi. Faut savoir que moi j'ai pas eu de passif sportif. J'ai commencé le sport très tard et très fort, il y a bientôt 9 ans. Je pense que je suis en train de découvrir moi-même et le partage est sûrement la chose qui m'inspire le plus, que ça soit lors des événements, lors de séminaires, comme hier ou même à travers les réseaux. Je pense que c'est cet échange de valeurs, de, de discipline, de tout. En fait, tout. Pour moi, le sport est un vecteur de mode de vie. C'est juste un prétexte finalement pour acquérir une bonne santé, des principes, s'épanouir et je pense que je suis pas enseignant, mais ce partage, c'est quelque chose qui, je pense, est fondamental pour moi et je suis en train de le découvrir en même temps. Ouais, j'ai eu l'impression que, enfin, j'ai toujours cette impression-là quand quelqu'un arrive avec plus d'expérience dans le monde du sport et qui devient, le professeur, celui qui est, la personne qui transmet, c'est que tout d'un coup, il met des mots sur ce que tout le monde avait ressenti. Mmh. Tu sais, il y a quelque chose un dénominateur commun qui est cet effort, et il explique comment, il se met à niveau des autres qui ont peut-être beaucoup moins d'heures d'entraînement, et il arrive à oublier sa propre maîtrise, pour revenir attraper les gens là où ils sont, comme j'aime bien le dire, et leur expliquer. Vous êtes à ce point-là, vous êtes débutant, je vais vous amener vers le haut. Là où certaines périodes, à mon avis, de l'humanité, il y avait des génies, il y avait des Léonard de Vinci, il y en avait d'autres, qui, étaient dans leur sphère trop loin, en fait. Ils pouvaient pas parler de leur pratique parce que leur pratique, c'était déjà 30 ans de pratique, et ils n'arrivaient pas à décorréler leur maîtrise, leur virtuosité de la transmission à un débutant. Mais Mmh. un débutant, si tu dis que en fait, la peinture, c'est de l'art, et puis c'est de la musique, il faut entendre les couleurs, et cetera, il va rien comprendre. Ça commence pas comme ça commence par tenir un pinceau. Donc tous les champions ne deviennent pas, évidemment, les meilleurs entraîneurs au monde, mais j'ai quand même trouvé chez toi le fait d'être nourri par le fait d'avoir
un public, quoi, qui t'écoute, de passionnés. C'est sûr c'était assez royal le groupe qu'on avait parce qu'ils étaient très à l'écoute et Mmh. très volontaires de tout ça. Donc ouais, c'était des belles journées là dans le camp Trinity. On les remercie encore et en plus dans les locaux de GoWood qui sont magnifiques ici. Je rebondis sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit: «Ce week-end, j'avais une mission, c'était de transmettre, c'était de donner de la valeur». Ça, c'était peut-être la mission sur un petit cycle. Mission sur un grand cycle, tu y penses parfois de maintenant la prise de responsabilité que tu as en étant quelqu'un d'aussi, important aux yeux des gens et représentatif de tout un sport qui est le Aerox, de porter les couleurs de l'équipe de France. Comment cette dose de responsabilité que tu prends sur les épaules tout d'un coup, est-ce que ça te fait réfléchir à ta mission de vie? À ce que tu aimerais que les jeunes générations, retiennent, de tout ça? Mmh. Je garde cette question en tête, je rebondis juste sur ce que tu as dit avant. Oui. C'est vrai que c'est pas évident d'expliquer quand tu as acquis un certain niveau, surtout si tu pas passé par les cases de départ, surtout si tu as des facilités. Ouais. Et peut-être moi ce qui m'aide, c'est que je me définis assez souvent comme le mec sans talent, c'est qu'à l'école, comme dans le sport, en fait, je galère dès le début. J'ai pas la technique, j'ai pas la coordination. En endurance, je mets beaucoup de temps à m'améliorer. Il me faut un gros volume pour faire les mêmes progrès que mes partenaires d'entraînement, par exemple. Et du coup, je pense que c'est plus facile de réaliser les cases par lesquelles doivent passer certaines personnes, étant donné que je suis passé par le même Ouais. chemin. Ouais. Ce qui est pas forcément le cas peut-être de quelqu'un qui a des facilités ou énormément d'acquis, mais qui date. C'est-à-dire Mmh. quelqu'un qui s'est beaucoup entraîné depuis petit, peut-être qu'il avait pas forcément la génétique pour, mais il se trouve qu'il a fait tout le travail, mais ça date. Alors que moi, finalement, je pense que c'était Aerox, j'ai découvert ça il y a pas longtemps et je pense que bon, je me retiens bien le parcours par lequel je dois passer et les galères, les obstacles que je dois surmonter pour l'entraînement. Pour la question des responsabilités, alors je Hem, on va dire que je m'entraîne très sérieusement, sans trop me prendre au sérieux parce que je sais que je sauve pas des vies, dans mon partage ou Mmh. quoi que ce soit. Ce que je fais, c'est du sport. Par contre, c'est vrai que si ça permet, aux personnes qui me suivent ou qui sont sensibles à ce que je fais, de pouvoir elles-mêmes, commencer à faire de l'activité physique, maintenir une certaine discipline, être inspiré et pouvoir faire des choix qui les dirigent vers une meilleure santé. Finalement, moi, je pense que, c'est le plus important. C'est-à-dire que en ma pratique personnelle, c'est vraiment d'essayer de combiner à la fois santé et performance, dans le sens où mon but, c'est de faire le mieux possible aujourd'hui, mais de pouvoir courir avec mes petits-enfants, quand ils seront là. Mmh. Si j'ai des petits-enfants, mais j'aimerais bien. Je le souhaite. Parce que j'ai conscience que, moi mes parents étaient quand ils m'ont eu, ils étaient un petit peu plus âgés que les parents des autres, et ce qui fait que, avec l'âge, ils avaient un petit peu plus de difficultés, mon papa, par exemple, pouvait pas forcément, courir parce qu'il avait des problèmes de hanches. Ma maman, et pareil avec quelques difficultés, en termes de santé et je pense qu'en tant qu'enfant, Hem, j'ai pu énormément partager avec eux, et je partage toujours énormément, mais j'avais peut-être cette sensation de vulnérabilité de mes Mmh. parents et et même si aujourd'hui ils vont très bien, je pense qu'il est important qu'on essaie de prendre soin de soi, jusqu'à nos derniers jours, Mmh. pour pouvoir en faire profiter aussi nos proches, Mmh. pour pouvoir partager avec eux. Je pense que c'est assez essentiel ce que tu nous transmets là, c'est que en tant que parent, je suis depuis pas longtemps, heu, on se dit toujours: «Il faut que je sois parfait». Toujours, on se dit ça: «Il faut que je sois parfait». Enfin, je peux pas me permettre de dégager quelque chose qui est, les enfants, surtout les bébés, c'est des éponges, il va tout prendre de moi et cetera. Mais c'est tant mieux. En fait, ce qu'il faut transmettre, je pense, c'est l'autonomie de la pensée. C'est être capable de discerner chez les gens leurs lacunes, leurs faiblesses, comme tu dis, mais qui sont jamais des choses dont heu, faudrait les déplorer. On s'inspire en fait des faiblesses des autres. Comme tu l'as très bien fait avec tes parents. Tu as vu qu'il y avait quelque chose peut-être de l'ordre de l'autonomie physique, qui pêchait, toi, tu as pris le revers inverse, donc il faut remercier
les gens de nous montrer leurs faiblesses. C'est pour ça que je dis que montrer les faiblesses, c'est toujours une force, déjà d'humilité, montrer que là, je suis faible dans tel domaine, peut-être que je suis fort ailleurs, mais là, je suis faible. Et en fait, ça inspire les autres à peut-être chez eux corriger cette faiblesse ou peut-être faire de la prévention, ne pas la faire advenir. Donc, c'est une force pour des parents comme ça de montrer une faiblesse et surtout pas la cacher. Dire, non, j'ai pas mal à la hanche, mais tu vois, mentir, pas avoir une forme de congruence, mentir dans les propos, essayer de cacher les choses pour ses enfants pour pas les blesser, pour dire que non, papa, il a pas mal. En fait, il a mal. Tu vois, je pense que la sincérité, l'amour avant tout, mais aussi la sincérité, c'est ce qui va permettre une éducation ou une croissance saine chez les jeunes générations. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi sur assumer les domaines dans lesquels on est plus en difficulté, des domaines qui sortent de notre compétence, des domaines dans lesquels on est plus fragile. Et en fait, c'est là où on transmet le plus. Évidemment, je pense que les parents, ils veulent aussi ne pas trop inquiéter leur enfant. C'est ça. Donc c'est vrai qu'il faut, je pense, trouver le juste dosage entre cette honnêteté et les protéger jusqu'à ce qu'ils soient capables d'absorber l'information brute telle quelle, mais complètement aligné avec ça. Qu'est-ce que tu places comme limite à justement ta vie privée? Qui commence à enfin, tu dois le sentir que les regards se portent sur, ouais, mais c'est comment tu vis et puis où tu vis aussi et puis, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Il y a une famille, et cetera. Parce que là, tu nous parles de tes parents, Est-ce que déjà tu arrives à te dire: «Bon là, je vais mettre des barrières parce que ça va trop loin, il faut que je préserve un cocon», et cetera. Maintenant que tu es vraiment exposé, non seulement sur la scène nationale mais internationale, comment tu vois les choses? C'est une très bonne question. Je dirais que spontanément, je suis pudique, c'est-à-dire que je partage assez peu de ma vie privée. Essentiellement, ce que je partage, c'est l'entraînement, ma passion pour l'entraînement, pour la progression, la transformation, qui sont vraiment des choses qui m'animent, des concepts qui piquent ma curiosité. Et donc, en fait, je partage pas grand-chose de ma vie privée, de ma vie avec ma femme, finalement, par exemple, le nom de mon compte, c'est Tonton Tom Tom, et c'est maintenant comme ça que tout le monde m'appelle. Ça vient de mes neveux, c'est comme ça qu'ils me surnomment. Et en fait, j'ai commencé à créer du contenu pour eux, dans l'idée de faire une sorte de training log, de journal log de tonton, pour que quand ils sont plus grands, étant donné qu'ils me posaient tout le temps des questions sur qu'est-ce que tu fais, et continuent d'en poser. Maintenant, ils deviennent un petit peu plus grands, donc ils commencent à avoir accès à mon compte, mais c'était un peu une sorte de sauvegarde de ce que je fais pour, je pense que j'ai été touché par le regard qu'ils portaient sur moi, Oui. le l'inspiration que je pouvais leur donner. Que c'est un pouvoir que je n'aurais pas imaginé ni conçu. Je me suis jamais vu comme exemple en soi. Je pense parce que j'ai toujours vu, on parlait de faiblesse, j'ai toujours vu mes faiblesses, mes vulnérabilités en premier. Et encore aujourd'hui, il y a plein de choses pour lesquelles je ne me considère pas du tout exemplaire. Mais du coup, ce qui est assez curieux, c'est que ces réseaux, c'était à la fois initialement pour la famille, et maintenant, comme ça devient, on va dire, un peu plus public, comme tu disais, ce qui n'a pas changé, c'est que je fais quand même une scission entre ce que je partage et protéger la partie vie privée, pour que je pense mes proches qui n'ont pas forcément demandé, je leur demande pas non plus s'ils voudraient être exposés, mais j'essaye de faire une sorte de sas entre les deux. Mmh. Ouais, je pense que le gain d'échelle là que tu as eu, j'ai l'impression en tout cas de l'extérieur que tu préserves très bien la mission première puisque c'est le regard de tes neveux qui ont, catalysé quelque chose peut-être d'un peu nouveau. Mmh. Progression et transformation, j'aimerais beaucoup qu'on en parle parce que c'est vraiment au centre et de ton parcours, et de ce que tu transmets aussi. Mais quand tu fais les défis que tu as fait dernièrement, où Flo t'avait rejoint pour c'était quoi? C'était 1000 tractions, c'était, toute une gamme avec des kilomètres aussi à parcourir, c'est ça? C'est ça, 100 kilomètres, 1000 tractions, 1000 pompes, 1000 dips sur du 3 au 4 août de l'année dernière. C'est ça. Donc ça, c'est mon challenge personnel, c'est pour lever des fonds pour la recherche médicale contre le cancer de l'enfant. Voilà.
tu t'es lancé un nouveau défi, c'est celui de battre le record de notre cher David Goggins. Pas en 24 heures, mais en 12 heures. 4030 tractions, c'est ça? C'est ça, exactement. 4030 tractions, également pour lever des fonds. Donc finalement, les nouvelles générations, tu y penses toujours. C'est-à-dire les enfants, ce qui t'a inspiré dans les premiers temps, c'est un fil rouge conducteur qui est toujours là. Tu veux pas lâcher ça. Et donc quand je parlais de mission, quand je parlais d'engagement, quand je parlais de responsabilité, j'ai l'impression que ça passe dans ça. Moi, je suis papa depuis pas longtemps. Je sens bien que c'est un truc, cette transcendance de notre propre finitude. C'est-à-dire le fait que nous sommes mortels, on peut le transcender, soit en laissant une œuvre, soit en laissant une descendance. C'est un peu la case ultime à checker. Parce que quand on est devant ça, quand on est devant le regard d'un enfant, et encore plus son enfant ou son neveu, etc., en fait, on se dit, oui, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre de plus important. Devant cette fragilité de l'enfant qu'il faut protéger. Il y avait un chercheur que j'aime beaucoup qui s'appelle Joe Shabak, qui parlait des films de Miyazaki. Je sais pas si Oui. je sais que tu as une appétence un petit peu pour les mangas. Il dit, les films de Miyazaki, il y a personne qui dépeint la spiritualité aussi bien que Miyazaki. C'est toujours la même structure. Il y a toujours un enfant, garçon ou fille, qui est fragile, mais qui part à l'aventure et qui laisse maison, etc., qui part sauver quelqu'un, qui part sauver la planète, qui part, tu vois. Et dedans, il y a tous les adultes qui le protègent. Et ils sont prêts à tout sacrifier. C'est-à-dire, dans le château dans le ciel, c'est vraiment ça. Il y a 2 enfants qui vont sauver la planète, qui sont vraiment au centre de l'intrigue, et tous les adultes qui le protègent parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose dans la vulnérabilité de l'enfant, on est tous prêts à mourir pour un enfant qui serait en danger, etc. Et donc je le retrouve très bien. Je le retrouve très bien dans ta démarche, dans tout ce que tu vois, dans tout ce que tu fais, et c'est très très beau. J'ai hâte que tu le connaisses en tant que papa aussi. Ça me touche beaucoup ce que tu dis et je reconnais totalement ça. Je Enfant, c'est ce que j'ai ressenti avec les adultes qui m'ont entouré. Du coup, mes parents, mes grandes sœurs. J'ai 3 grandes sœurs, mais qui sont beaucoup plus grandes que moi. D'accord. Qui elles, du coup, en fait, j'étais entouré, si tu veux, de figures maternelles et figures paternelles avec mon père et mes 2 grands-pères. Et je pense que justement, j'étais cet enfant particulièrement sensible. Je le suis toujours évidemment un peu vulnérable et j'ai trouvé beaucoup de sérénité à côtoyer ces adultes qui, je sentais, avaient à cœur de transmettre, de prendre soin, de protéger, d'endurcir. Et je pense que le déclic que j'ai vécu, c'était parce que j'ai commencé à perdre des proches de ma famille, dont mon papy maternel, qui est c'était le premier à partir. J'étais assez jeune, j'avais 9 ans. En fait, pour moi, c'était un pilier de ma fondation qui me permettait c'était un de mes tuteurs, en fait, en tant qu'être humain, qui me permettait de me construire dans mon écosystème qui s'effondrait. Donc, je pense que ça a créé un gros gap. Et vers la préadolescence, j'ai eu une période assez compliquée où j'avais plus d'énergie, j'étais un peu vidé pendant bien 2 ans, et j'ai retrouvé un souffle. J'ai eu du mal j'ai mis longtemps avant de comprendre ce que c'était, de mettre le doigt sur d'où venait cette force. Je pense que c'était à la fois celle de mes aînés, celle qui me transmettaient tous les jours et qui m'avait transmis jusqu'à maintenant, et l'impression que il fallait que je prenne le flambeau, le relais, que j'avais vraiment à cœur d'essayer à mon tour, pouvoir être un pilier, je disais un chêne, parce que je pense que j'ai vraiment cette image naturelle de mes proches qui ont été notamment ce papy et mon père, en fait, des arbres particulièrement forts, grands, dont certains ont été déracinés, mais qui ont permis aux jeunes pousses que j'étais de croître sous les bonnes ressources
sous le bel ombrage qu'il fallait, et que c'était maintenant à mon tour de croître et d'essayer de devenir ce chêne pour les générations à venir de la famille, pour mes neveux et nièces qui allaient arriver et pour mes propres enfants. Mmh. Donc ce que tu dis, je pense que tu mets vraiment le doigt où il faut. C'est sûrement mon moteur principal, Mmh. ma flamme, le feu qui m'anime tous les jours, en fait. Mmh. Merci beaucoup. Hem, c'est, très touchant et hem, on tu t'attaques au défi de David Goggins. Bon, on l'aime tous, il est excentrique dans tout ce qu'il a, mais moi, je serais toujours plus touché par quelqu'un qui inspire la bienveillance. C'est-à-dire sous un chêne, on est bien. Pendant hier, 24 heures, on était tous assis sous toi. Toi, t'étais le chêne, on est tous bien. Tu vois, on a pu se lâcher dans l'entraînement parce que tu nous avais posé le cadre bienveillant de c'est ok. En fait, les gars, si vous voulez être pleinement vous-même et que vous voulez vous lâcher là, moi, je suis là pour vous encadrer et vous pouvez y aller. Et vraiment, c'est ça, en fait, qui compte. Ne pas brider les potentiels. Mmh. Ne pas installer des fausses croyances limitantes en termes de logiciels véritablement téléchargés dans les têtes des gens tel qu'on le fait généralement. Et on va switcher un petit peu de conversation, mais c'est vraiment ça, puisque tu as parlé de transformation et de progression. Ton parcours, il est complètement atypique. Et pourtant, j'y vois quand même euh, une, euh, enfin, quelque chose de très cohérent. C'est que tu es chercheur scientifique, tu es doctorant. Euh, donc, moi, ça fait toujours penser à mon ami Idriss Aberkan, peut-être que tu connais, qui s'est toujours fait attaquer parce qu'il a... Les gens n'aimaient pas qu'il ait 3 doctorats à 25 ans. Mais on peut être un génie. On est tous des génies. Tant qu'on est passionné et qu'on s'exprime dans notre zone de génie, on est tous des génies. Donc, euh, tu travailles comme un acharné dans tes études, et le sport, tu le découvres très tard, finalement. Euh, J'aimerais que tu reviennes sur ce parcours-là, mais d'ores et déjà, le fait d'être un chercheur scientifique, comment ça nourrit ton goût de l'effort? Parce que j'ai l'impression que c'est un dénominateur commun. Moi, j'adore la recherche aussi, je ne cesserai jamais d'apprendre. Et en fait, dans cette difficulté d'apprentissage, parce que tout ce qui est nouveauté et tout ce qui est savoir à apprendre, c'est dur. C'est pour ça que j'ai toujours un peu un combat à mener contre les raccourcis, les hacks, les chats GPT, etc., qui Mmh. sont censés nous faire gagner du temps. C'est pas ça la vie. Le conte du Petit Prince nous disait exactement l'inverse. C'est si j'ai 45 minutes devant moi, je vais prendre tout mon temps pour parcourir la distance qui me sépare de la fontaine pour aller boire. Je vais pas gagner 45 minutes dans ma journée. Je veux que les 45 minutes, par contre, je les exploite au maximum pour en Mmh. profiter. Il n'y a pas à gagner ou perdre du temps. On sait même pas ce que c'est véritablement, le temps. Il n'y a pas de consensus par rapport à ça. Donc, moi, je trouve que il y a dans cette transmission du goût de l'effort vraiment c'est un transfert immédiat de la recherche, d'une lecture ardue, par exemple, à un entraînement difficile. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, alors je te rejoins sur le fait que, je raccourci pour moi, c'est, hem, perte d'opportunité. Mmh. Perte d'opportunité d'apprendre, de se confronter à la difficulté. Hem, En fait, afin de devenir finalement moi-même un peu de me construire pour essayer d'être, une bonne base pour les générations à venir de la famille, en fait, mes proches, hem, rapidement ce qui m'est venu en tête, c'était de me confronter à ce que j'essayais de fuir, ce qui était difficile, les choses dans lesquelles j'avais du mal. Hem, Apprendre, c'était ça. Apprendre, c'est quelque chose qui me coûte, parce que je suis assez rêveur de nature, j'ai la concentration qui peut, être de faible durée, et je me disais: «Bah, justement, en fait, c'est sûrement là où tu as le plus à faire». Le sport, ça a été le même raisonnement. C'est finalement, qu'est-ce qui est compliqué pour moi? Qu'est-ce qui me coûte? Mais qui a qui est un investissement et qui amène des bénéfices au niveau santé, au niveau bien-être, hem et c'est pour ça que quand j'ai commencé le sport, je me suis directement orienté vers l'ultra-endurance. J'étais pas du tout endurant. Je suis, entre guillemets, «pas fait pour l'endurance» dans le sens où, je vais mettre beaucoup de temps à progresser,
mais justement, je me suis dit, ben, c'est comme quand tu joues à un jeu, tu vas chercher des fois le jeu qui a la plus longue durée de vie avant de pouvoir arriver à la fin de la quête, le résultat, parce que tu sais que tout le chemin que tu vas parcourir, il va être vraiment enrichissant. Et du coup, c'est le raisonnement derrière ça. Donc, pour apprendre et pour le sport, et ensuite au niveau des recherches que je fais, je, je, je pense avoir toujours été fasciné par la transformation. Peut-être, j'ai du mal encore à comprendre pourquoi, mais peut-être parce que dans ma tête, je suis toujours moi-même. J'ai l'impression d'avoir une image fixe. J'ai l'impression d'avoir toujours été le même depuis petit. En termes de personnalité, en termes de difficulté, j'ai toujours autant de mal aujourd'hui à faire certaines choses. Et du coup, la transformation, je pense que pour moi, ça réveille peut-être ça vient peut-être aussi faire écho à des croyances limitantes que j'avais de ne pas pouvoir faire certaines choses et tout d'un coup pouvoir les réaliser. C'est quelque chose qui est assez fondamental en fait. Et du coup, cette transformation, elle peut avoir lieu à plein de niveaux, intellectuel, physique, mental, euh, social. Je voulais allier à la fois la partie théorique, parce que comme je suis fasciné, je veux apprendre. Tu veux. Je vais essayer de comprendre quels sont les phénomènes Mmh. et le terrain. Parce que je veux pas me perdre dans des théories qui ne peuvent pas être mises en pratique. Et du coup, j'aime beaucoup. En fait, pour moi, c'est le sport et mes recherches, c'est un véritable laboratoire où je réfléchis, je teste, ça marche pas, on recommence, on essaye de recadrer. Parfois, je reste bloqué longtemps, mais de nouveau, pas de raccourci. L'avantage, c'est que je fais tout ce chemin. Hier, on me demandait, mais en fait, tu programmes tes entraînements tout seul. Oui. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs comme ça. Au début, je me suis beaucoup blessé. Je suis passé de 0 à 13 entraînements par semaine. Ça, ça a cassé à différents niveaux. J'ai dû recadrer le tir. J'ai persévéré avec un gros volume. Euh, mais en fait, c'est justement parce que tous les apprentissages que j'en ai tirés, vraiment, ils me nourrissent. Tu dis tout seul. Est-ce que tu as eu quand même une source d'inspiration? Un livre, un auteur, un préparateur physique que tu suivais sur internet peut-être? Tu allais piocher toi-même, ce genre de recherche-là pour te programmer, au tout début, en tout cas? Alors, au début, j'ai commencé sans connaissance, juste simplement pour tester. Et au fur et à mesure que j'arrivais à progresser ou pas, je stagnais, voire pire, je régressais, c'est là où j'allais me Mmh. documenter. C'était un peu, d'abord, je faisais mes petites expériences et quand ça coinçait ou ça ne marchait pas comme je voulais, là, j'allais chercher. J'avais, j'ai pas d'inspiration, j'ai pas une personne en particulier qui m'a inspiré ou une ressource. Je pense que, au contraire, j'aime bien croiser les informations comme en fait, plusieurs théories peuvent s'appliquer, j'avais besoin un peu de tout mélanger et c'était plutôt au moment de l'opportunité en fonction des expériences que je faisais lorsque je m'entraînais. Je pense que le message que tu donnes là, mine de rien, il est essentiel. Hem, Vos enfants, les jeunes générations et puis vous-même, laissez-les faire leurs propres erreurs. C'est-à-dire, ne commencez pas à les brider avec un a priori, en disant: «Voilà la théorie», avant la pratique même. Parce que mine de rien, simple information va cadrer, va brider quelque part. Le champ des possibles, tout de suite, il va se réduire. Mmh. Laissez-les faire les erreurs. Teste, chute 3-4 fois et après viens me demander sur, en fait, les autres, ils font comment? En fait, c'est ce que tu as fait, c'est je vais essayer. J'avais écouté une interview de toi où c'était, je fais un max de traction tous les jours, où je fais, voilà, pour débuter, en fait, et tu pas vu internet, tu pas allé chercher. Et puis une fois que tu as vu que tu avais soit des douleurs, soit tapé dans des paliers où tu arrivais pas à dépasser et cetera, bah, tu es allé chercher. Et je pense que c'est une superbe allégorie de la recherche scientifique, de la méthode scientifique en tout cas, qui est l'essai-erreur, le doute, sortir du cadre conceptuel dans lequel on est pour le remettre en question, vraiment à la Mmh. Karl Popper, c'est la méthode scientifique, il faut que ce soit réfutable et non pas faut que ce soit parfait. Parce qu'on est vraiment dans ce perfectionnisme, je pense, qui bride aussi les jeunes, c'est-à-dire: «J'attends que les conditions soient parfaites avant de me lancer». Bon, bah, tu attendras toute ta vie. Il va Mmh. rien se passer, en fait. Donc tu as ça, comme moteur. À quel âge tu découvres, le sport? C'est très tard, c'est ça? Enfin, tu Ouais, te lances? je me lance exactement. Beh,
pour rebondir par rapport à ce que tu dis, je trouve qu'il y a une phrase qui peut résumer un petit peu ça, c'est: ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mark Twain. Et justement, en fait, la théorie peut venir, comme tu dis, brider en amenant certaines croyances ou alors c'est nous qui extrapolons de la théorie cette idée qu'en fait c'est pas possible ou ça va être très difficile, alors qu'en fait en testant, on va peut-être prendre les chemins que personne n'a encore pris en tant que petit explorateur, à notre humble échelle, et c'est là où on va faire des découvertes que les autres n'ont pas encore Mmh. faites. Et moi typiquement avec l'entraînement, c'était ça en fait. Quand j'ai commencé, donc c'était, c'était il y a 9 ans dans 9 jours. C'était OK, je fais plus du tout d'activité physique parce que je m'étais mis à fond dans mes études, lycée plus post-bac. Ça me manquait, ce contact, je pense, le mouvement, mon rapport au corps, étant donné que j'avais que la tête dans les cahiers à réviser toute la journée, j'avais fait que ça. C'était une vie vraiment très monacale, un peu déconnecté du monde, pas de réseau, rien. J'étais seulement dans mes études et avec mes pensées. Et là, j'avais besoin de reconnecter un peu plus avec mon corps. Et comme dans tout ce que je fais, j'aime bien m'y mettre à 100%. Et c'est pour ça que j'ai commencé vraiment à fond avec mes 13 entraînements à l'époque. Hem et je voulais à la fois développer cette endurance dans laquelle je galérais, qui était vraiment mon gros talon d'Achille, et puis la partie résistance, street workout, musculation. Et ensuite, je suis venu me connecter un petit peu aux sources d'informations, y compris, les réseaux. Et là, je tombe sur des personnes qui disent: «Ben, le cardio, va diminuer vos gains». Hem, ce que j'appelle un peu le fitness poison, pour moi, ça devrait pas s'appeler fitness, mais des personnes qui disaient: «Pour ne pas perdre du tour de biceps, il faut pas que vous alliez courir». Et moi, j'étais là: «Mais c'est une démarche anti-santé, quoi». Ouais. Et j'étais, de par ma pratique, un peu le contre-exemple de ces raisonnements. Alors, je vais pas dire qu'on peut progresser aussi bien par exemple, dans ces 2 disciplines, que si on se concentrait que dans une seule, mais par contre, c'est totalement compatible et jusqu'à un très, très, très haut niveau. Donc pour les personnes, c'est très loin d'être impossible. Moi, j'avais été déconnecté de ces théories, plus ou moins vraies, et ça m'avait permis d'explorer le chemin qui montrait que c'était possible. Et du coup, pour répondre à ta dernière question, c'était ouais, il y a 9 ans, et du coup, c'était juste après, en fait, à partir du moment où j'avais fini la prépa et je commençais à rentrer en école d'ingénieur. Magnifique. 9 ans. Tu as quel âge là? Là, j'ai tout juste 30 ans. Juste 30 ans. Donc tu commences à 21 ans, ce qui est relativement tard pour, le haut niveau comme on dit, heu et depuis 9 ans, tu as tout documenté, hein. Tu sais, le nombre d'heures d'entraînement, le jour d'entraînement que tu as fait, le Oui. nombre de répétitions et cetera. Heu et ça pour moi c'est magique en fait. Moi quand je pense à ça en fait, ça me met des étoiles dans les yeux. Alors que certaines personnes vont dire: «Mais il se prend trop la tête, il faut pas faire autant, faut pas tout documenter, sa vie doit être rigide, doit être un psychorigide». Mais en fait, on aime les psychorigides, les acharnés. La dernière fois, tu vois, j'ai fait un question-réponse, j'en fais un tous les dimanches maintenant. Et quelqu'un me demande entre renforcement personnel, et puis goût de l'effort et cetera et acharnement, est-ce qu'il y a pas une limite? Mais si on cesse d'être acharné, si on cesse d'être passionné, qu'est-ce qui nous reste dans le monde? C'est comme, tu sais, Marc Aurèle disait, c'est sans doute le philosophe stoïcien qui m'a le plus impacté, il disait: «La douceur est invincible». Si on abandonne la douceur, la bienveillance, la gentillesse, si c'est pas notre mode par défaut quand on interagit avec quelqu'un, qu'est-ce qui nous reste alors? La méchanceté? C'est quoi l'autre option d'être acharné? C'est de laisser tomber les bras? C'est la résignation? La résignation, c'est le pire des sentiments. Qu'est-ce que vous voulez, quand vous voyez des gens comme Thomas, vous pouvez vous dire: «Ouais, il est acharné», mais il vit sans doute la meilleure vie possible parce qu'il est acharné dans ce qu'il aime. Mais il y a quelque chose qui, heu je sais pas si c'est dans l'air du temps, mais quand on tombe sur quelqu'un qui est extrémiste comme ça, on le catégorise tout de suite, on lui met une étiquette de fou, en gros. Est-ce que tu as eu ce genre de réflexion-là par rapport au fait de tout documenter, d'avoir ce parcours-là? Je pense que j'avais besoin de documenter, mes séances pour me rassurer de l'effort que je fournissais. C'est-à-dire que j'avais pas encore les bénéfices de mon entraînement,
Et c'est un peu comme si le fait de les écrire, c'était en soi un progrès. Je constatais pas forcément une augmentation de force ou une progression, une transformation comme et c'est celle que je visais. Mais par contre, il y avait cette progression sur mon carnet d'entraînement Mmh. et c'était peut-être ça dont j'avais besoin, en tout cas au début. Là où au fur et à mesure, ce carnet d'entraînement, il est devenu plutôt la ressource, ma base de données qui me permettait d'étudier, qu'est-ce qui marchait et ne marchait pas, pour progresser. Donc là, ça a eu un objectif de support d'information. Et par rapport à par rapport à l'acharnement, c'est sûr que je je pense que les acharnements peuvent être nourris par des frustrations, des déceptions, hem, des besoins un peu impérieux de changement. Moi, ce qui m'a fait, en fait, passer de rien à tout d'un coup beaucoup de sport, c'était, une déception personnelle d'avoir été au bout de mes études, d'avoir démarré, d'un niveau, heu, vraiment pas bon à un niveau qui m'avait permis de convoiter, hem, on va dire, l dans ma filière, l'école la plus difficile. Tout semblait possible jusqu'à ce que, avant les concours, je perde je pense une forme de confiance, que je perde un petit peu hem, mmh, ce qu'il me fallait pour pouvoir concrétiser, cette performance finalement qui était scolaire ou académique le jour J. Et avoir fourni autant d'efforts pendant 6 ans, entre le début du lycée et la prépa, de façon très monacale un peu, hein. J'étais déjà extrême à ce moment-là par rapport à tous mes camarades, hem et de pas avoir réussi à concrétiser ça, c'est comme si tout ce que j'avais l'effort que j'avais fourni était en vain, Mmh. d'une certaine façon. Surtout que c'est pas comme une compétition sportive où si tu la loupes, tu peux recommencer l'année d'après, ainsi de suite. Là, tu avais la possibilité de recommencer une année. La première année, j'avais été, en 1er sur liste d'attente et l'année d'après, par contre, là où tout semblait aligné, c'est là où j'avais échoué. Et du coup, d'avoir fourni autant d'énergie, de temps, d'investissement, surtout que tu es jeune, hein, c'est entre, tes 15 Ouais. et tes 21 ans, d'être parmi les seuls à avoir tout donné pour ça et ne pas aller au bout, c'est comme si, ça me rendait un peu fou et afin d'échapper à ce 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 cette sensation de sol qui se dérobait sous mes pieds, ce vide incommensurable de tout ce que j'aurais pu faire, que je n'ai pas fait, pour cet objectif, il a fallu que je me réinvestisse dans quelque chose d'autre qui a été le sport et du coup, je pense qu'il y avait beaucoup de rage nourrie par cette déception personnelle, une j'étais frustré par rapport à cette sorte de sabotage que j'avais réalisé. Donc je pense qu'il y a certains acharnements qui ne sont pas forcément sains, mais assez rapidement, j'ai en fait, j'ai toujours eu aussi une en tête cette partie santé et c'est la raison pr une des raisons principales qui m'avait toujours incité à me dire: «Il faudra que tu te mettes à l'activité physique», qui fait que j'ai pu me préserver sur le long terme et faire en sorte qu'aujourd'hui, je suis toujours en train de m'entraîner, d'essayer d'éviter les blessures, et de vouloir, continuer à jouer longtemps. Mmh. Hem, voilà. Et évidemment, on m'a collé beaucoup d'étiquettes. Je pense que ça génère beaucoup d'incompréhension, l'acharnement. Je pense que ça renvoie aussi pour certaines personnes, ça peut leur renvoyer des peurs, des angoisses qu'elles peuvent avoir, hem, des, hem, des mauvais reflets. Pour d'autres, ça peut les inspirer. Hem, il faut faire la part des choses, et je pense que de nouveau, je dirais pas que, les personnes ont besoin d'être acharnées. Je pense que si elles ont une passion, s'il y a quelque chose qui les guide et hem, qui leur est cher, hem, c'est sûrement judicieux d'écouter la voix du cœur. Mmh. Merci pour ce message qui est à mon avis très juste
Et de toute façon, c'est toujours les échelles de temps qui nous font considérer les choses sous un nouveau regard. Maintenant, tu peux dire: «En fait, si je n'avais pas connu cette frustration-là, à ce moment-là, Mmh. je ne serais pas devenu l'athlète que je suis». Donc Exactement. on peut bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, comme disent les en Orient, et vous savez, sur l'échelle d'une vie. Mmh. Et même le deuil. Moi aussi, ça a été la perte de proches. Mon papa a 25 ans qui a déclenché, en fait, tout derrière. Tout. Le gain en Mmh. maturité, le fait que je m'investisse dans tel ou tel domaine, dans la prévention, dans la santé, comme toi, le fait de vouloir porter un flambeau qu'on m'a transmis, et cetera. Si la Je dis souvent, si on me donnait une baguette magique, on me dit: «Vas-y, tu peux le ramener à la vie maintenant», et cetera. En fait, je le ferais pas. Je le ferais pas. Parce que même si sur le moment, c'est la pire chose au monde, sur le long terme, il y a quelque chose de beau qui est simplement la vie. Mmh. C'est-à-dire la mort fait partie de la vie, la frustration fait partie de la vie, les échecs font partie de la vie. Ce n'est que notre regard, d'un point de vue très, phénoménologique, quoi. C'est, notre interprétation qui détermine tout, hein, la la difficulté, elle est toujours dans le jugement des choses. Donc, ton parcours, il nous inspire ça, c'est-à-dire, faire un judo avec la frustration, prendre et utiliser la force de la frustration pour la détourner vers une autre passion, Mmh. apprendre de ses erreurs. T'avais pas documenté, tu pas le temps, puis t'étais trop jeune, le fait de faire tout ce parcours universitaire, et bah, là, t'es rentré dans le sport, dit: «Je vais tout documenter. Là, je vais garder des traces partout». J'aime beaucoup, Carl Friston, qui est l'un des plus grands neuroscientifiques, anglais, l'une des grandes références, un peu notre Albert Einstein du moment, qui parle d'énergie libre et d'entropie. Quand, le système nerveux entier, puis on va dire l'être humain, il lui semble, pour lui, dans son interprétation, progresser vers un objectif positif, il y a une réduction de l'entropie au niveau du cerveau. C'est-à-dire une réduction du désordre, une réduction de la déperdition de chaleur. Comme si le fait de se fixer un objectif qui, pour nous, évidemment, c'est notre interprétation personnelle, est positif, et d'avoir la sensation de progresser vers cet objectif positif, nous conserver la vie qu'on a en nous. Notre négantropie, comme disait Schrödinger, le fait de se conserver. Tu vois? C'est très fort, ça. C'est-à-dire, délimitez vous-même vos propres objectifs. Le «quand dira-t-on», on s'en fout. C'est trouver votre propre passion. Soyez discipliné comme Thomas pour placer des jalons, documenter, apprendre de ses propres erreurs, et surtout célébrer les petites victoires au quotidien. Dire: «Ah, je suis arrivé à faire 100 tractions aujourd'hui, puis demain j'ai essayé de 105, et cetera». Enfin, tout ce que tu as partagé, je pense qu'il y a beaucoup de beaux messages, à en retirer. Ouais, merci beaucoup et je suis de nouveau totalement d'accord sur cette idée de perspective Mmh. que, ce qu'on juge être des défauts, des contraintes, des difficultés sont en fait, pardon, de formidables opportunités, un tremplin, pour la transformation et c'est beaucoup plus facile à dire quand il y a pas de problème. Moi-même, je suis confronté à cette difficulté, c'est-à-dire que il y a des moments où tout semble compliqué. Mener par exemple, et encore je n'ai pas nous n'avons pas encore d'enfants, Mmh mh. mais mener de front le doctorat, les entraînements, un petit peu de création de contenu, le personnel évidemment. Il y a des moments où ça coince de tous les côtés. On a 5 heures de sommeil depuis plusieurs nuits, Mmh. rien ne va, la récupération n'est pas au top. C'est que ça n'a rien de grave, absolument rien de grave et pour autant sur le moment, il y a certains jours où, là, la frustration se fait sentir, on est en mauvaise passe, il y a peut-être parfois quelques petits drames familiaux qui fait que on sent qu'on n'est pas loin d'imploser et toute la difficulté est là, c'est d'arriver à voir en fait, hem, c'est quoi les bénéfices? Ça paraît très bateau et artificiel, c'est-à-dire, certains pourraient dire: «Mais il y a aucun bénéfice». Mais finalement, de nouveau, c'est qu'une question de perspective, parce qu'on peut réussir à en trouver. Je dis pas que c'est facile, hein. Il y a plein, je mmh, par exemple, moi, enfin, il y a certains drames qui nous paraissent tellement lourds ou même inconcevables quand ils se sont pas produits, on se dit: «Non, mais là, en fait, ça plombe juste la vie et on va jamais s'en remettre». C'est facile quand c'est une petite épine dans le pied, mais quand c'est quelque chose de tellement lourd émotionnellement, on se dit, enfin, on peut que être triste, malheureux, vidé d'énergie, n'avoir plus de, ouais, ne plus avoir envie d'avancer et si on arrive à changer un poil la perspective, je pense qu'on arrivera toujours à trouver un bénéfice. Déjà juste d'avancer pour ses proches, parce qu'on aura toujours encore quelqu'un à qui guider
qu'on peut aider et cette personne a peut-être besoin de nous, même si nous on est en difficulté et je pense que comme tu dis, c'est faut essayer de réussir à en voir le positif parce qu'à partir du moment où on voit le positif, cette réduction d'entropie dont tu parles, moi je la vois comme en fait toutes les contraintes, tout ce qui était lourd, tout le fardeau, ce qui nous semble être des casseroles, des boulets, bah en fait ça devient des ailes. Mmh mh, mmh. J'adore. Merci beaucoup. C'est un très beau message que tu envoies à tout le monde. Tu dois prendre le train, donc je vais te laisser, t'envoler, mais on va terminer sur une petite note Hyrox quand même, parce qu'on a parlé de beaucoup de toi et puis peu de Hyrox, mais j'avais la sensation que tu avais fait tellement d'interviews, où tu parlais de ta pratique, de tes entraînements d'Hyrox que je voulais vraiment un échange très personnel et tu me l'as donné. Je vraiment beaucoup de gratitude sur tout ce qu'on a partagé pendant une petite heure là. Mais quand même, dans cette prolongation du rapport à l'autre, perspective et puis, voilà de faire pour les autres aussi, d'incarner un message. Tu es, évidemment athlète solo pour l'Hyrox, mais aussi en double avec ton ami Alan. On a beaucoup parlé en sous-jacent, en filigrane sans l'évoquer de l'amour. Tu as parlé de ton couple, de tes neveux et puis, potentiellement, futur enfant et cetera. Mais l'amitié dans tout ça, cette amitié que tu dois retrouver aussi dans le partage de l'effort qui est très fort. Hier, on a fait un Aerox tous ensemble, j'étais avec mon ami Nicolas que je connais depuis des années. Puis il y avait son petit, ici, moi j'avais mon petit, enfin il y a plein de choses, tu vois? Et tu peux pas lâcher dans ces moments-là. Hem, Parle-nous un petit peu de la différence justement de partager l'effort d'un Aerox avec un ami. Heu, Qu'est-ce que ça change et ouais, tout ça quoi. Et ben, pour moi, c'est une véritable découverte. C'est-à-dire que j'ai très longtemps été loup solitaire Ouais. dans ma pratique. On parle du sport, hein, mais même avant, dans mes études, j'ai toujours été le besogneux, mais dans son coin. Évidemment, si parfois on pouvait s'entraider, on allait le faire, mais spontanément, je suis quelqu'un qui trace son chemin seul. Et pareil dans mes compétitions. Mais au niveau des relations, notamment avec les copains, j'ai à cœur souvent de partager ensemble une expérience difficile. Difficile dont on peut en tirer évidemment de bonnes choses. Le but c'est pas juste de se mettre tous les 2 dans la galère Mmh. et que ça ne soit pas on n'en sorte pas grandi. À l'inverse, c'est qu'on ça nourrisse en fait quelque chose. Et c'est comme ça que je concevais l'ultra trail. C'était l'opportunité d'amener les copains, hem, idéalement pas contre leur gré, dans ces moments où, OK, là, on va devoir serrer les coudes, on est en manque de sommeil, on a l'impression de plus pouvoir avancer, il reste encore 50 kilomètres, on en a fait que la moitié, tiens, on n'a plus beaucoup de vivres, heu, en fait, on devient très vite à fleur de peau et là, justement, les difficultés, les contraintes sont beaucoup plus visibles parce qu'on a moins de ressources mentales, physiques. Tout nous semble un petit caillou devient une véritable montagne. On perd la patience facilement et en fait, c'est là où il y a un tour à jouer pour moi, à vivre ça avec les copains, à prendre sur soi et à vivre en fait, je pense ce que j'ai depuis, du coup, préado, essayé de faire, qui était de prendre le chemin de la plus grande difficulté pour Mmh, en sortir grandi, plus fort, plus stable pour mes proches, bah, là, c'est l'occasion de le faire à 2. Et de nouer en fait des en tant que chaîne, que les racines viennent se nouer à celles d'un autre arbre et qu'on puisse grandir ensemble. Et c'est vraiment ça que j'ai essayé de vivre. Hyrox, j'ai commencé en tant que solo. C'est Alan qui m'a proposé de faire un double au championnat du monde, après les championnats du monde à Nice, juste après juste après notre course. On y a réfléchi. Il m'appelle en septembre ensuite pour me dire, bah, en plus, ils ouvrent une catégorie spéciale pour les doubles, l'Elite 15. Et là, je lui dis qu'on se connaissait pas vraiment. On se connaissait un tout petit peu des réseaux parce que tous les deux, on venait de commencer ce sport. C'était tout récent pour nous. On se lance dans l'aventure
Et en fait, ça a été absolument formidable. C'est-à-dire que de ma pratique très solitaire, j'ai découvert ce partage dans l'effort et la quête de performance. C'est-à-dire qu'on on joue avec ses limites. On est responsable, pas seulement de soi, mais aussi de son coéquipier. Parce qu'on veut donner son max, on veut faire en sorte que notre objectif commun soit réalisé. On est redevable à l'autre, et pouvoir se donner pour l'autre. Ben moi, c'est en fait, j'ai l'impression que c'est là où je me révèle. En termes de performance par rapport à quand je suis solo, je sais que je peux donner plus, et c'est aussi pour ça, je pense que c'est un format qui me correspond mieux et où je peux mieux performer. C'est que j'arrive à, à me transcender quand je peux me donner pour l'autre. Et avec Alan, on passe par des états qu'on n'a jamais vécu en solo. Mmh. Et je pense on a vécu en termes de partage sur du non-verbal, hein. Sur seulement 1 heure d'effort, on a vécu quelque chose qui était incommensurable avant. Ça paraît un peu exagéré, en fait, dit comme ça à froid, mais sous l'adrénaline du moment, c'est assez extraordinaire, d'autant plus quand énormément de personnes viennent nous soutenir, nous supporter. Ils savent à quel point on va aller chercher loin. On va rentrer dans des zones très, très obscures de douleur où on on est à moitié conscient, et eux nous redonnent en fait ce surplus d'énergie dont on a besoin pour aller chercher ces secondes qui nous ont manqué beaucoup cette année, hein. 12, 4 et 13 secondes, c'est ce qu'on retient de cette saison où à chaque fois on est à rien. Mais je pense qu'on a vécu des choses qu'on aurait jamais vécues en fait sans ce format et sans cette, ouais, le fait de pouvoir se serrer les coudes à ce point-là dans une intensité qui est, pour nous extrême. Merci pour ce partage. Je retiendrai choisir le chemin de la plus grande difficulté et se transformer grâce à l'autre. Je pense que ces 2 grands concepts-là, ils valent de l'or. Merci vraiment beaucoup, Thomas. Je vais te laisser aller prendre ton train. Où est-ce qu'on se retrouve sur les réseaux? Est-ce que tu peux nous dire, le canal principal, je crois que c'est Instagram, surtout? Oui, donc vous pouvez retrouver tout sur mon compte, Tonton Tom Tom Instagram, ma chaîne YouTube Tonton Tom Tom. Pour ceux qui veulent, vous pouvez courir avec nous du 23 juillet au 23 août Mmh. pour cumuler un maximum de kilomètres. Je fais ce défi collectif pour mettre en lumière la recherche médicale contre le cancer de l'enfant. Moi, je réalise également un petit challenge personnel, comme tu disais, qui est d'essayer de battre le challenge de Goggins, 4030 tractions. Je souhaiterais le faire en 12 heures. Et puis, essentiellement, ouais, je souhaite à tout le monde d'aller se battre pour aller chercher leurs objectifs, d'écouter leur cœur, la voix du cœur, et de s'épanouir sur le chemin, parce que c'est vraiment le chemin qui est important, pas tant la destination. Merci beaucoup, Thomas. Merci infiniment. Merci Pierre.